Bouton vert. Ah oui. Donc on va suivre le plan suivant. Donc un petit peu d'épidémiologie d'abord. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a 4 à 5 fois plus d'infections chez les patients cirrhotiques que dans la population générale, et quand même les infections sont relativement fréquentes puisqu'on considère qu'un tiers des patients cirrhotiques hospitalisés sont infectés, avec un pronostic qui n'est pas forcément bon. Ça augmente par 4 le taux de mortalité à court terme, et de la défaillance pluriorgane qu'on appelle également chez les patients cirrhotiques acute on chronic liver failure, ACLF, liée au sepsis. Et il y a une dernière étude qui est parue en 2021 qui considère que 40% des patients cirrhotiques infectés vont présenter une SCLF en Europe. Et vous voyez la mortalité qui est évaluée à 30% à 1 mois et 60% à 1 an, avec une légère amélioration, vous voyez sur l'histo à côté, sur les dernières années entre 2000 et 2009. Alors pourquoi plus d'infections chez le patient cirrhotique ? D'une part, il y a les facteurs intrinsèques, il y a une dysfonction immunitaire liée à la cirrhose, une réduction du flux biliaire, une modification du microbiote et une altération de l'immunité de la barrière intestinale. Et tout cela prédispose les patients aux infections d'origine intestinale, mais également d'autres organes via translocation bactérienne. Et ces facteurs vont être liés à la sévérité de la maladie hépatique sous-jacente. S'y associent des facteurs extrinsèques, notamment ce qui a été bien montré, la surutilisation des IPP, consommation d'alcool chronique, un certain terrain de fragilité, diabète, dénutrition, corticothérapie, et des facteurs assez connus, les antibiothérapies répétées, hospitalisation et gestes invasifs. Et avec ça, on a un risque majoré d'infection fongique. Donc l'ensemble de ces facteurs aboutit chez le patient cirrhotique à une translocation de bactéries ou de produits de dégradation bactérien, une bactériémie, et s'ensuit après avec une cascade pro-inflammatoire, entraînant une nécrose cellulaire, une hypoxémie au niveau des cellules, et c'est là que surviennent les éventuelles défaillances d'organes. Alors, les sepsis chez les patients cirrhotiques, comment ça se présente ? Ça peut être compliqué à mettre en évidence, notamment chez les patients cirrhotiques décompensés, ou du fait de la dysfonction immunitaire, vous n'avez pas en fait forcément de fièvre, forcément de gros syndromes inflammatoires. Et puis à contrario, dans l'hépatite auto-immune, l'hépatite alcoolique aiguë, on peut avoir vraiment le contraire, avec un syndrome inflammatoire, une hyperleucocytose, des fébricules qui sont fréquents, sans que forcément il y ait de sepsis surajouté. Et donc, au final, on est un petit peu obligé de faire des bilans infectieux complets systématiques chez les patients cirrhotiques, devant toute décompensation hépatique, devant les encéphalopathies, devant toute défaillance d'organes. Donc je pense notamment à l'insuffisance rénale aiguë, les hypotensions avec l'hyperlactatémie, même si vous n'avez pas de fièvre particulièrement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Assez classique, hein, hémoculture, ponction d'acide, ECBU, radio de thorax. Plus ou moins, on verra pourquoi des fois des scanners thoraciques complémentaires. Si vous pensez à une pneumopathie, les antigénéries légionnelles pneumocoques, et parfois certains marqueurs fongiques dans certaines situations. Alors, quel type d'infection chez le patient cirrhotique ? On va avoir le trio de tête, infection urinaire, infection du liquide d'acide, pneumopathie, puis suivent après les bactériémies, les infections de peau et tissus mous. Et au niveau de la bactériologie, vous voyez plutôt des bégènes, 57%, mais vous avez quand même un certain nombre de coccigrammes plus, 38%, que ça soit dans le cas des infections urinaires, de liquide d'acide et également les pneumopathies. Donc on va être amené parfois à mettre des médicaments anti-coccigrammes plus chez les patients cirrhotiques. Une donnée importante récente, c'est que de plus en plus on va avoir des infections nosocomiales, 15 à 30% chez les patients cirrhotiques, donc 15 à 30% de la totalité des infections selon les études. Les facteurs de risque d'infection à germes multirésistants chez les cirrhotiques, c'est l'homme jeune, les scores de Child et MELD élevés, et puis des facteurs plus classiques, hospitalisation, antibiothérapie répétée, gestes invasifs. Et puis le pays, vous voyez en Inde, les infections, c'est plus de 70% d'infections BMR. Nous, en France, on est 20-30%. Donc quand même un tiers d'infections à germes BMR en France maintenant. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, les infections à BMR, c'est un facteur de risque indépendant de mortalité chez les patients cirrhotiques. Incidence cumulée, vous voyez ici, de mortalité à 28 jours qui était de 29% pour les patients infectés BMR contre 20% pour des infections à germes standards.
Je voulais faire un petit aparté sur les infections et l'hépatite alcoolique aiguë. Alors ici, je vous présente un travail de l'équipe de Lille qui a été présenté au GIFOD, qui est porté sur plus de 500 patients présentant une hépatite alcoolique aiguë. Et ils ont étudié principalement les infections et leur impact. Alors vous voyez, avant corticothérapie, on a environ 32% d'infections, avec une grosse part prioritairement de pneumopathie, puis s'ensuit les infections urinaires. Après corticothérapie, vous n'avez pas forcément plus d'infections, mais encore une proportion de pneumopathie encore plus importante. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste sur les pneumopathies? Parce que le pronostic n'est pas du tout le même. Vous voyez sur la courbe de survie, seulement 52% de survie à 1 mois en cas de pneumopathie, alors que pour tous les autres types d'infections, vous êtes plutôt proche de 80% de survie. Et donc dans les études, les facteurs de risque qui sortaient en multivarié pour la survenue d'une pneumopathie dans l'hépatite alcoolique aiguë, c'était le tabac, l'encéphalopathie, le MELD et le MADRE. Et dans les facteurs indépendants associés à la survie à 2 mois, vous retrouviez acite encéphalopathie, le MELD AJ0, le score de Lille, donc principalement donc les non-répondeurs à la corticothérapie, et vous avez la pneumopathie qui sort comme facteur associé à la mortalité, alors que les autres infections ne sortent pas. Un mot également, il faut faire attention aux infections opportunistes dans cette population-là. Je parle notamment aspergillose et pneumocystose, et surtout après corticothérapie. Alors l'aspergillose invasive, vous voyez sur la courbe de survie de gauche, c'était une série qui est parue dans J-Hepatol en 2014 avec en fait un taux de mortalité qui était de 100% en cas d'aspergillose invasive. C'est les patients avec hépatite alcoolique aiguë, donc dramatique. Et dans la série de Lille que je vous ai présentée, on retrouve un taux de pneumocystose après corticothérapie qui est quand même assez important. 14 patients sur 57 pneumopathies, 14 pneumocystoses sur 57 pneumopathies. Et donc c'est là que des fois le scanner thoracique peut quand même apporter dans la prise en charge, parce que finalement les radios de thorax, dans des infections opportunistes, parfois on a des radios de thorax qui sont franchement pas de très bonne qualité, et je pense qu'il est nécessaire de pousser au scanner thoracique assez facilement dans ces situations-là. Alors maintenant, il y a plusieurs études qui ont étudié le lien entre infection et le stade de la maladie hépatique. Alors, plusieurs études ont étudié l'impact des infections dans la CLF versus des compensations seules, par exemple des compensations œdémato-acétiques isolées. Et vous voyez sur ces études qu'il y a beaucoup plus d'infections à l'admission en cas d'ACLF, 37% versus 25%. Plus de développement d'infection dans le mois qui suit, 45% en cas d'ACLF, 18% dans les décompensations seules. Et vous allez avoir plus d'infections nosocomiales, c'est des infections qui sont plus sévères, et il y a plus d'infections fongiques en cas d'ACLF. Alors évidemment, la survie sans transplantation à 90 jours en cas d'ACLF est quand même beaucoup moins bonne. Ah. Voilà. 49% à 90 jours versus 89% en cas de décompensation seule. Et ce qui était quand même intéressant, c'est que dans la littérature, on retrouve beaucoup d'études sur les infections et les sérotiques décompensés, mais peu en cas de cirrhose compensée. Et là, il y a une étude qui est parue en 2021 dans J-Hepatol. Ils ont étudié l'impact d'un épisode infectieux chez les patients compensés, mais qui avaient quand même un gradient de pression supérieur à 10, donc à risque de développer des manifestations d'hypertension portale. Et vous avez une augmentation après infection du risque de décompensation de la maladie et d'acide, mais également du risque de décès, avec 70% des décès qui survenaient en post-décompensation hépatique immédiate. Alors, une fois qu'on a diagnostiqué notre infection chez notre patient, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, une antibiothérapie, selon le site, ISLAP, pyélonéphrite, pneumopathie, selon si elle est communautaire, donc moins de 48 heures, ou nosocomiale. Donc là, je vous ai repris, j'ai adapté un petit peu les recommandations qui sont américaines, qui sont parues en 2021, donc c'est quand même adapté sur l'écologie, bactérienne de leur pays, donc peut-être aussi nous à rediscuter en fonction de l'écologie régionale. Et le timing de l'antibiothérapie, elle doit être décidée selon la gravité de l'infection. Bien sûr, si vous êtes devant un sepsis sévère, un choc septique, c'est urgent. Selon la gravité de la cirrhose, je pense qu'on ne réfléchit pas pareil en cas de cirrhose très sévère que si le patient est Child 2A, et selon la présence ou non des défaillances d'organes et d'une ACLF. Alors, quelle est la place de l'albumine dans les infections chez le patient cirrhotique? Alors bien sûr, c'est validé dans l'infection du liquide d'acide, J1, J3, 1,5 g/kg et 1 g après.
Et dans les autres infections, mais finalement, pour l'instant, les études qui sont parues n'arrivent pas à montrer d'amélioration en termes de survie ou en termes d'amélioration du pronostic rénal. Donc, il n'y a pas de recommandation possible avec un schéma bien défini de l'albumine dans les autres infections. Et la question que souvent on se pose, est-ce qu'il faut mieux faire un remplissage vasculaire pour le patient par albumine que par cristalloïde? Finalement, il y a très peu d'études du patient cirrhotique en réanimation, et il y a une seule étude qui est parue là cette année, étude randomisée contrôlée, 308 patients cirrhotiques qui étaient en sepsis sévère ou en choc, et ils avaient un groupe albumine 5%, un groupe cristalloïde, et finalement on avait un meilleur contrôle hémodynamique à H3 qui était le critère de jugement principal avec le groupe albumine, et une meilleure survie, mais ça reste pour l'instant qu'une seule étude. Alors, on l'a traité, mais surtout ce qu'on aimerait dans le futur, c'est essayer de prévenir les infections chez les patients cirrhotiques. Alors, ce qui est actuellement acté, c'est l'antibioprophylaxie. Donc, la neuroxine n'est plus remboursée. Donc, maintenant, les recommandations AFF, c'est Ciflox en premier et Bactrim possiblement en second. Validé dans les hémorragies digestives en prévention, dans les cirrhoses sévères et à haut risque, avec donc un taux de protide dans l'acide inférieur à 15 grammes par litre. Et en prévention secondaire après une infection du liquide d'acide. Donc le problème, c'est que l'antibioprophylaxie, ça peut quand même favoriser l'émergence de BMR, et donc on essaye d'avoir d'autres stratégies de prévention. Alors la grande question, la rifaximine. Il y a une étude qui est parue en 2019 et ça diminuait l'infection du liquide acide, les ruptures de VO et les hospitalisations toutes causes chez les patients mais qui étaient en attente de transplantation hépatique. Il y a une étude qui était parue en 2016 où il y aurait peut-être une diminution de la récidive de l'ISLA en comparaison à la norfloxacine, mais surtout on attend les résultats de l'étude Propylarifax qui est actuellement en cours en France, où ils étudient la rifaximine en prévention primaire de l'infection du liquide d'acide. Et donc on attend de savoir un petit peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui a déjà été étudié? L'albumine en prévention. Est-ce que passer de l'albumine chez les patients cirrhotiques en prévention, est-ce que ça permet de prévenir les infections? La réponse est non, donc c'est pas recommandé. Plusieurs études pour des pré- et des probiotiques pour améliorer le microbiote, il n'y a pas d'études positives. Et la question qui reste en suspens, c'est peut-être la transplantation fécale chez les patients cirrhotiques, mais pour l'instant, ça reste assez théorique. Alors, maintenant, je voulais un petit peu faire le lien entre sepsis et insuffisance rénale aiguë dans la cirrhose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuffisance rénale aiguë, c'est la défaillance d'organes chez le patient cirrhotique infecté la plus fréquente, mais qui a surtout le plus mauvais pronostic. Donc, elle est relativement fréquente, 27 à 49% d'insuffisance rénale chez les patients cirrhotiques infectés selon les études. 3 fois plus de risque de développer une insuffisance rénale si le patient a de l'acide que s'il n'en a pas. Plus de risque s'il a une insuffisance rénale, s'il a une infection nosocomiale, un MELD élevé ou si l'infection n'est pas contrôlée ou sévère. Et le pronostic se fait selon le type de l'insuffisance rénale. 31% à 3 mois si c'était lié au sepsis, 74% si c'était une néphropathie organique et 47% si c'était en lien avec une simple hypovolémie. Alors, quelle est la définition de l'insuffisance rénale? Elle a été révisée il y a quelques années maintenant. Donc, chez le cirrhotique, l'insuffisance rénale, c'est une augmentation de la créatininémie de plus de 0,3 mg par décilitre en 48 heures, ou plus de 50% de la valeur de la créatinine connue, ou présumée dans les 7 jours qui précèdent, et vous avez 3 stades en fonction de la valeur de la créatinine par rapport à la baseline. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme cause d'insuffisance rénale chez les patients cirrhotiques? Principalement des causes fonctionnelles, pré-rénales, donc vous avez l'hypovolémie et puis le fameux syndrome hépatorénal. Vous avez aussi des causes intrinsèques, nécrose tubulaire aiguë ou maladie globérulaire, comme les néphropathies IgA, et les causes post-rénales qui restent assez anecdotiques. Je vous ai remis à droite les critères diagnostiques du SHR qui ont été un petit peu aussi révisés ces dernières années. Donc c'est un patient cirrhotique qui a de l'acide, le plus souvent réfractaire, dans tous les cas le plus souvent qui est ponctionné, qui a une insuffisance rénale aiguë dont on vient de voir la définition et qui ne répond pas à 2 jours d'arrêt des diurétiques et de remplissage par albumine 1 g/kg et qui survient en l'absence d'état de choc, en l'absence d'utilisation récente de drogues néphrotoxiques, donc injection de produits Crossac. On sait que ces patients ont beaucoup de scanners injectés, par exemple, aminosides, INS, et chez qui on ne retrouve pas de manifestation en faveur d'une néphropathie organique à l'écho rénal
ou au niveau du taux de protéinurie ou de l'ECBU au niveau de l'hématurie microscopique. Alors, ce qui est parfois difficile, c'est de différencier nécrose tubulaire aiguë et SHR en cas de sepsis chez les patients cirrhotiques. Alors, il y a dans les études des biomarqueurs urinaires qui sont utilisés. Le problème, c'est que ces biomarqueurs ne sont pas disponibles dans tous les pays. Et donc, finalement, en pratique, c'est compliqué de pouvoir les utiliser pour nous aider dans la démarche diagnostique. Alors, avant l'infection, dans les définitions historiques du SHR, l'infection était un critère d'exclusion du diagnostic. Et finalement, ils se sont aperçus que l'infection était un des facteurs déclenchants du SHR de façon extrêmement fréquente. Et finalement, avec un retard de prise en charge de ces fameux syndromes hépatorénal. Et donc, ils ont retiré le diagnostic d'infection comme critère d'exclusion. Il y a une entité qui est apparue ces dernières années qu'on appelle le SHR lié au sepsis. Et il y a quelques études qui l'ont étudié. Alors, vous voyez ici, c'est une étude parue en 2013, étude prospective sur 70 patients qui avaient un SHR et un sepsis. Et on voit que malgré le traitement de l'infection, il y a 2 tiers des SHR qui étaient non réversibles. Et vous voyez la survie à 3 mois qui était sur cette cohorte de 21%. Mais ça tombe à 5% si le SHR était non réversible. Alors, les facteurs prédictifs qui étaient retrouvés de non-réversibilité du SHR, c'était l'âge, la bilirubine élevée, l'infection nosocomiale et une diminution trop faible du taux de créatinine à J3. Et dans les facteurs associés à la mortalité dans cette étude, c'était le SHR non réversible, le taux de bilirubine, le non-contrôle du sepsis et l'âge. Une deuxième étude qui est parue dans J-Hépatol en 2014, qui a étudié le traitement du SHR, c'est-à-dire gliprécine et albumine, de façon prospective sur 18 patients qui avaient un SHR plus un sepsis associé. Alors on avait quand même un très bon taux de réponse, 67%, plutôt la valeur haute des réponses du SHR classique. Et ils avaient remarqué que les non-répondeurs avaient une fréquence cardiaque plus basse, des MELD et CHAI plus élevés, une créatinémie plus élevée et une ACLF sévère, ce qui peut faire peut-être penser à ce que la physiopathologie soit pas exactement la même dans ces cas-là. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une insuffisance rénale aiguë en contexte septique? Alors, c'est la prise en charge du sepsis en même temps, bien sûr, que la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë. Et là, vous avez l'algorithme qui a été défini dans la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë chez le patient cirrhotique. Donc, vous diagnostiquez votre insuffisance rénale, examen complémentaire, écho-rénal, IONO-U et CBU, vous essayez d'avoir un diagnostic précis du type d'insuffisance rénale que vous avez. Et puis, si vous avez un stade 2 ou 3, on arrête les diurétiques, on essaye de corriger les facteurs de risque et on remplit par albumine 1 g/kg pendant 2 jours. Si ça répond très bien, si ça répond pas, la question c'est de savoir est-ce que vous avez tous les critères du syndrome hépatorénal. Si oui, traitement vasoconstricteur plus albumine pour voir si cela répond, et si c'est pas ça, la question est de savoir si c'est pas autre chose, et donc un avis néphro bien sûr nécessaire. Donc en conclusion, le sepsis chez le patient cirrhotique, c'est un facteur de risque de décompensation de la maladie hépatique, même s'il est compensé, d'ACLF et de mortalité. Attention aux infections fongiques et opportunistes chez certains types de patients. Je pense aux hépatites alcooliques aiguës sévères et les cirrhoses sévères avec MELD élevé. Il faut savoir dépister les BMR parce que finalement, il y a une augmentation de proportion de ce type d'infection avec un moins pronostic. Il faut qu'on arrive à développer des stratégies de prévention probablement meilleures. Et l'insuffisance rénale aiguë, c'est la défaillance d'organes qui a le plus mauvais pronostic, dont il est nécessaire de la prendre en charge rapidement. Et bien sûr, chez ces patients, vu le pronostic, toujours penser à la transplantation hépatique en fonction du MELD et puis en fonction, bien sûr, du profil du patient. Merci de votre attention.